Bonjour à tous, ça me fait hyper plaisir d'être devant vous. Ça fait 5 ans qu'on s'est quittés lors de ce dernier 15 minutes chrono, après cette soirée extraordinaire. Quelqu'un se souvient de la conférence Pompette ? Donc merci Laurent Pierre, merci Ludo de l'avoir positionné à un autre moment, ce 15 minutes chrono, qu'après cette soirée qui me fait encore mal à la tête. Voilà, donc Ludo m'appelle cet été, il me pose des questions, ça va les enfants, tout. Je suis hyper content qu'il m'appelle, parce qu'on ne s'appelle pas hyper souvent, on se voit, on se suit, mais puis on parle de tout et de rien. Moi je suis dans mon enfilade de festivals, j'enchaîne une douzaine de festivals, et il me dit, ça te dirait de venir nous parler aux ET, des destinations, ou des festivals comme destinations touristiques. Puis bon, moi je suis hyper content. J'ai mon pote au téléphone, j'ai envie de le revoir, et j'accepte. Voilà. Et donc il y a 2 jours, je me rappelle qu'il faut que je bosse cette présentation que je vais tenter de vous faire ce soir. Donc soyez indulgents. Je n'ai pas bu pourtant, mais contrairement à la dernière fois, mais je vais essayer donc de vous parler des festivals en tant que destination touristique. C'est parti. Voilà. Alors, effectivement, peut-on considérer les festivals comme des destinations touristiques ? C'est un exercice intéressant. Merci de m'avoir posé cette question, Ludo, parce qu'en effet, après avoir travaillé pourtant 17 ans dans le tourisme, je ne m'étais jamais posé la question sous cet angle. Et pourtant. Alors, je me suis repenché sur la définition d'une destination touristique. Et selon Wikipédia, une destination touristique, c'est un lieu où séjournent des personnes hors de leur domicile habituel, un lieu où on va se déplacer pour des raisons professionnelles ou le loisir, et donc ce lieu géographique inhabituel pour ce touriste, c'est donc ce qu'on va appeler une destination touristique. C'est donc en définitive un territoire qui est chargé d'une image plus ou moins forte et qui propose tout un panel d'activités, de choses à faire, à voir, à vivre, des services et bien sûr des modes de transport pour se rendre sur ce lieu géographique. Alors en ça, est-ce que ces festivals que vous connaissez probablement, le Sziget, Coachella, Hellfest, Burning Man ou Tomorrowland par exemple, pour les plus connus, ces festivals qui accueillent chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes sur quelques jours seulement, peuvent-ils être considérés comme des destinations ? Alors peut-être pour tenter d'y répondre, je souhaitais vous mettre une vidéo qui est celle du Garo Rock, une after-movie qui, je pense, peut dresser une réponse à cette problématique. Et le Garo Rock, c'est un festival qui se situe pas très loin d'ici, pour ceux qui ne sont pas de la région, à Marmande. C'est un festival qui appartient à notre groupe et qui accueille entre 140 et 180 000 festivaliers par an sur 4 jours, avec un camping de près de 35 000 spectateurs. Je sais ce que ça va partir. Ouais. We've waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my moon. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long. Est-ce que vous êtes chaud ? Overcome, drowned by a deafening roar.
is a peace of mind in a happy place that we all need to find. Because you work all day and sleep all night, no time for yourself to feel alright. Counting the days like 1, 2, 3, 4, 5, trying to part from darkness to see more light. But your manager harassing you to be on time while looking in the mirror like this can't be your life. Voilà. Donc, en regardant ces images, on comprend assez bien ce qu'est un festival. On y voit un camping, on y voit beaucoup d'activités, d'animations, pas que de la musique d'ailleurs. Et on serait déjà tenté de dire qu'effectivement, ça ressemble grandement à une destination. Alors, qu'est-ce qui peut peut-être différer d'avec une destination touristique classique? C'est peut-être l'attachement à un lieu géographique. En fait, quand on parle de Brive-la-Gaillarde, ville éminemment magnifique, probablement la plus belle ville française, vous êtes d'accord avec moi? Une petite pensée pour mes copains. Effectivement, on pourrait se demander si un festival a besoin d'être attaché à un territoire touristique, à un ancrage territorial fort, un patrimoine historique ou naturel d'ailleurs, relativement dense, ce qui est le cas de la plupart des destinations qui sont connues pour ces valeurs patrimoniales. Et ce qu'on observe, c'est qu'en tourisme, un festival de musique n'a pas forcément besoin d'être attaché à une destination touristique. Est-ce que vous connaissez par exemple Clisson? Vous êtes déjà parti en vacances à Clisson? Ou à Carré? D'accord. Donc, vous êtes déjà allé au Hellfest ou aux Vieilles Charrues. Bien effectivement, Carré, superbe ville ou village de la Bretagne, accueille chaque année le plus grand festival de musique français, les Vieilles Charrues. Et Clisson, qui se situe en Loire-Atlantique, accueille le plus grand ou l'un des plus beaux festivals métal au monde, le Hellfest. Et pourtant, on peut être relativement frappé d'ailleurs par la déconnexion qu'il y a entre l'attractivité de ce festival, ou de ces festivals, d'un point de vue bien là aussi touristique, puisqu'ils attirent énormément de gens qui viennent dormir sur ce festival, et l'image purement touristique de ces territoires ou de ces zones. Il y a une véritable déconnexion finalement, peut-être, entre ces destinations considérées peut-être comme touristiques et ces destinations festivalières. En fait, ce qui est frappant pour nous, ce qui m'a frappé en arrivant, je dirais, du tourisme, en travaillant dans les festivals, c'est de considérer que finalement un festival, c'est une sorte de destination qui est presque féerique, qui est parfois issue d'un film de science-fiction, un territoire où tout est possible, où le rêve pourrait devenir réalité, où on essaie de retrouver des sensations, des émotions qui nous permettent de nous déconnecter de notre quotidien. Et on peut imaginer les festivals les plus fous parfois. Pour ceux qui connaissent le Burning Man, dans le désert du Nevada, c'est assez extraordinaire d'imaginer ces événements. La photo de gauche est prise au Burning Man. Néanmoins, les destinations festivals restent cependant toujours attachées aux mêmes problématiques qu'une destination touristique, quelle qu'elle soit. L'accessibilité est là aussi une problématique majeure pour nous. Et si je prends l'exemple de Tomorrowland ici, que vous voyez écrit sur cet avion qui a été brandé aux couleurs du Tomorrowland, eh bien Tomorrowland ou le Ziget encore, ce sont plus d'une quinzaine de destinations aériennes desservies en Europe et qui permettent de venir des quatre coins de l'Europe sur ces événements. Ce sont des dizaines, voire même des centaines de destinations ferroviaires desservies pour accéder à ce festival. Et je vous invite à regarder d'ailleurs le site du Ziget qui est hyper bien fait. Vous avez une partie comment venir. Vous allez retrouver. En fait, c'est un hub aujourd'hui pour venir en avion, en train, en voiture, en trottinette, à vélo, trottinette. Il y a des circuits pour venir en trottinette au Ziget, ce qui est quand même assez dingue. Et ce sont devenus, ces problématiques d'accessibilité, des données qui sont intégrées, tout comme celles de destinations touristiques à part entière. Le Ziget, encore une fois, est représenté dans près d'une vingtaine de pays en Europe et dans le monde, avec des sortes d'ambassades, avec des personnes qui sont censées travailler aux négociations avec des tour opérateurs qui vont desservir et proposer des forfaits, des packages sur ces festivals. Faire venir tous ces gens, c'est bien. Ensuite, faut-il encore réussir à gérer l'accès. Et les accès sur un festival, pour ceux qui sont donc allés aux Vieilles Charrues ou au Hellfest, vous le savez, accéder, faire 4 km, ça peut prendre 4 heures. Voilà. Donc les problématiques d'accessibilité, de parking, de gestion des flux, c'est pour les organisateurs de festivals une vraie problématique, un peu comme les destinations balnéaires en saison estivale. Autre point commun, l'hébergement. On parle de destinations touristiques notamment qu'à partir du moment où il y a des nuitées qui sont consommées sur ce territoire, et l'hébergement est devenu une vraie problématique pour nos événements.
À partir du moment où la capacité d'accueil du territoire est saturée et où l'événement souhaite continuer à grandir, eh bien, il va falloir trouver des solutions pour héberger ces milliers de personnes qui souhaitent consommer sur votre événement. Je vous parlais tout à l'heure du Garo Rock. Au Garo Rock, nous accueillons 35 000 campeurs pour un festival de 50 000 personnes par soir, dans une ville marmande de 17 000 habitants. Vous imaginez rapidement les problématiques d'accueil et d'infrastructure que ça peut poser. En fait, le directeur d'un festival, ça devient quasiment le maire d'une ville éphémère, créée à l'occasion d'un événement, où vous allez devoir gérer l'accessibilité, bien sûr, le parking des voitures, la problématique de l'hébergement, sur lequel je vais revenir, mais aussi les problématiques de traitement des déchets, de sécurité, de soins, de santé, de commerce, etc., etc. En fait, ce qui est assez dingue pour les festivals, c'est de réussir à créer, pour quelques jours seulement, et en quelques jours ou quelques semaines, des villes comme ici, de 40, 50 000 habitants. Voilà. L'hébergement, justement, ce qui est impressionnant, je pense, pour les festivals, c'est leur capacité à créer au milieu de nulle part une offre d'hébergement qui peut partir du simple espace nu, où vous allez venir planter vos tentes, jusqu'à la chambre dans un hôtel 5 étoiles, comme au Tomorrowland. Vous pouvez dormir dans un château avec spa, jacuzzi, et payer quelques milliers d'euros votre nuit. Ou ici, Glastonbury, où vous pouvez être hébergé dans cette superbe tente qui ressemble un peu aux Mille et une nuits. Et là, on va parler de glamping, tous ces termes qui sont venus nourrir ces offres d'hébergement sur les festivals. Sur d'autres événements, vous pouvez dormir en tipi, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir couvrir tous les besoins et toutes les demandes de nos festivaliers en leur proposant des offres adaptées, du moins cher, l'espace nu, jusqu'à, pourquoi pas, comme je vous disais tout à l'heure, cette chambre dans un hôtel 5 étoiles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir répondre pas simplement aux besoins et aux attentes des festivaliers en matière de qualité d'hébergement, mais on va aussi tenter de répondre à leurs attentes en matière d'animation. Donc dans certains festivals, vous allez avoir des villages ultra animés, où ça ne s'arrête jamais, où la musique c'est quasiment 24-24, où les festivaliers dorment peu, mais à partir du moment où la main stage ne joue plus, dans le camping vous allez retrouver de l'animation. Et puis vous en avez d'autres où vous allez retrouver des offres plus zen, avec des hébergements adaptés, avec des offres famille par exemple, etc. etc. Sur le Ziget, par exemple, c'est 7 villages différents qui sont disséminés autour du festival et qui permettent d'avoir des ambiances et des qualités d'hébergement variées. Et puis, effectivement, un festival, c'est beaucoup de monde et c'est donc beaucoup de caca et de pipi à traiter. Vous connaissez tous ces boîtes à chats, ces litières, très agréables. Grâce à vous, des milliers de tonnes de salades, de petits pois et de carottes poussent et vous avez peut-être pu déguster grâce au traitement des déchets que nous avons réalisé sur nos festivals. Je vous en remercie. Non mais c'est vrai, vous imaginez si je prends l'exemple de Marmande, encore une fois, dans une ville de 17 000 habitants, être capable de traiter l'arrivée de 50 000 personnes par soir, c'est beaucoup de grosses canalisations, c'est des arrivées d'eau, c'est du Wi-Fi avec des fibres, avec des systèmes d'alimentation qui n'ont rien à voir avec ce que la ville est en capacité d'absorber habituellement. Donc on investit énormément sur ces infrastructures et sur ces équipements, sur ces réseaux, et ce sont effectivement des données qu'on n'imagine pas forcément lorsqu'on se rend sur un festival, et qui pour nous, vraiment sont un paquet d'emmerdes. Un festival, c'est aussi beaucoup de gens qui subissent les fortes chaleurs, la fatigue, ces heures de queue à attendre un concert, et puis ces litres et litres d'alcool et ces produits stupéfiants consommés, plus que de raison. Voilà. En tout cas, là aussi, on n'imagine pas forcément que sur un festival, on doit mettre en place des centres de soins avec parfois même des urgences, avec des médecins urgentistes, avec des services qui permettent de traiter les cas les plus difficiles. Si vous avez des enfants, laissez-les y aller, surtout acheter des billets et consommer un maximum. Mais quand même, on voit des trucs assez surréalistes sur les festivals. En tout cas, voilà, c'est tout ça qu'on n'imagine pas, mais sur nos événements, on a un hôpital de campagne quasiment qui est monté sur chaque événement. Et puis un festival, c'est aussi, et pour nous, c'est hyper important, des lieux où le festivalier doit se sentir en sécurité. Après le Bataclan, après Nice, après
tous les événements malheureusement que nous avons pu connaître. Nos événements ont été la cible d'énormément de mauvaises pensées et on a dû travailler sur le renforcement des mesures de sécurité. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années de cela, on met en place des commissions de sûreté, pas simplement des commissions de sécurité, mais de sûreté, et on travaille avec les forces de l'ordre, police, gendarmerie, militaires, qu'on associe à nos propres forces de sécurité, nos services de sécurité, pour être en capacité, bien sûr, de proposer, de préserver l'intégrité et la sécurité des festivaliers. Parfois, sur certains de nos événements, selon la taille bien sûr de l'événement, on crée des gendarmeries avec 200, 300 policiers ou gendarmes en civil, ou pas d'ailleurs, qui interviennent sur différentes problématiques, les stupes beaucoup, mais aussi les problématiques de flux, d'arrivée, d'accès, puisque toutes ces voitures qui arrivent, il faut aussi les garer et pas laisser les gens faire n'importe quoi. Voilà, donc c'est parfois un hôpital de campagne et puis une grosse gendarmerie sur ces gros événements avec 200, 300 ou 400 gendarmes qui officient. Alors ça, c'est une photo de Ludo et Laurent Pierre, ou Pierre et Loise d'ailleurs, l'été dernier. Vous étiez mignons. C'est une photo qui a été prise un Tuesday à Burning Man. Et Tuesday à Burning Man, c'est forcément le jour du tutu. Ce qu'il y a d'incroyable en fait sur les festivals, et peut-être que c'est la principale différence aujourd'hui entre un festival et une destination touristique, c'est que ce qui prime sur nos événements, c'est avant tout l'expérience. Un événement et un festival réussi, c'est avant tout la proposition d'une expérience unique qu'on va pouvoir renforcer, pas simplement justement avec de la musique, mais avec tout ce que va pouvoir vivre le festivalier dans le camping, mais à travers toutes les animations et parfois les services les plus loufoques qui lui sont proposés. Dans certains festivals d'ailleurs, vous pouvez vous marier, ça existe, on construit des chapelles, etc. etc. Bon, voilà, c'est assez dingue. Ce qui est fort pour un événement, enfin ce qui fait d'un événement un festival très fort, c'est la promesse qu'on fait aux festivaliers et ce sont les valeurs que véhicule ce festival. Tout à l'heure, je vous parlais du Hellfest en parlant de Clisson, mais le Hellfest est un festival qui a des valeurs hyper fortes et au final, c'est ce qui en fait une marque très 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 forte. Oui, je vois pas le temps en fait. Oui, c'est normal, t'as dépassé. Ah merde, c'est sûr. Voilà, donc j'ai fini. Donc le FS, c'est une marque hyper forte, c'est une marque qui est en capacité. Alors là, c'est le Lollapalooza, mais ce qui fait la force de ces marques, c'est qu'on peut les dupliquer n'importe où aujourd'hui dans le monde, peu importe l'implantation, mais parce que la marque est forte, parce qu'elle véhicule des valeurs qui sont perceptibles et qui répondent aux attentes du client. Il y a Lollapalooza, par exemple, est présent aux 4 coins du monde avec exactement le même concept. Le Hellfest, encore une fois, est en capacité de faire sold out sans annoncer un seul nom. Ce qui démontre la fidélité de ses consommateurs et de ses habitués, de ses festivaliers, pour une marque dont elle sait que la promesse sera garantie et tenue. Et ça, imaginez une destination touristique qui sont en capacité de se vendre sans avoir à mettre en valeur à la moindre offre touristique, ça serait quand même assez pas mal. Enfin, alors là c'est toujours Pierre et Ludo. Non, ce qui est l'un des points communs qui est très important entre un festival et une destination touristique, c'est que ce sont des espaces de consommation. Un espace de consommation où, comme dans une destination touristique classique, notre objectif quand même, que ce soit en tant que manager d'une destination ou directeur d'un festival, c'est de faire consommer un maximum de festivaliers durant l'événement. C'est finalement un espace un peu comme un supermarché où on a bien rangé nos rayons, on va proposer un maximum de services, on va proposer un maximum de produits adaptés à leur demande pour les inciter à consommer un maximum. Sur un festival, c'est certes beaucoup plus facile que sur une destination. Globalement, on vend des t-shirts et de la bière ou de l'alcool, voire des animations en tout genre, avec une spécificité, c'est que tu as utilisé tout à l'heure, Ludo, quand on en parlait, un terme hyper intéressant, c'est qu'effectivement, on leur propose un peu un mode de consommation resort, c'est ça que tu as dit. C'est-à-dire que c'est de l'all-inclusive chez nous, et on peut tracer, grâce au cashless et à cette monnaie virtuelle que nous créons, toutes les consommations des festivaliers sur l'événement. Et ça, c'est quand même génial. Si Greg Guzot était là, on reparlerait de ce qu'il avait tenté ou ce qu'il avait fait à Val Thorens, mais c'est assez incroyable. Ici, je vous ai mis un graphique qui était lisible, on est d'accord, mais qui me permet simplement de définir avec vous, ou de vous parler de ce que l'on fait lorsqu'on fait une programmation artistique. On sait que selon la typologie de musique qu'on va programmer,
on ne va pas avoir la même clientèle. Si je mets des artistes jeunes ou plus ou moins qui répondent à une clientèle plus vieille, je ne vais pas avoir les mêmes types de consommation. Si je fais du rock, je vais avoir plus d'alcool qui va être vendu. Si je fais beaucoup d'artistes type Claire Luciani, je vais vendre beaucoup de spritz et de jus d'orange. Je vais pouvoir analyser ça sur chaque soirée et je vais pouvoir aussi l'analyser selon les temps de consommation. Ça, c'est un line-up à Brive. C'est le line-up de la soirée, Attic, La Luciani, Julien Doré. Et ce que vous voyez, ce sont les consommations sur site et les différentes couleurs, ce sont les différents bars sur site. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que grâce au cashless, on suit en temps réel les modes de consommation. Je suis capable d'adapter mes équipes, donc je vais mettre plus de serveurs sur tel ou tel bar parce que je sais que j'ai un pic à ce moment-là. Et puis surtout, je vais pouvoir orienter et construire mon offre en m'adaptant à ces modes de consommation. Là, très clairement, ce que j'ai pu constater, c'est que mon changement de plateau entre Attic et Clara avait été trop court. Du coup, j'avais des gens qui consommaient encore quand le concert a commencé. J'aurais sûrement pu prendre beaucoup plus d'argent si j'avais laissé un changement de plateau plus long. De la même façon, on voit que le fait de mettre des DJ en place à la fin du concert de Julien Doré et de garder les gens sur le village m'a permis d'augmenter mes consommations de façon considérable. Donc, on est capable de travailler jusqu'à ces niveaux de précision pour augmenter la consommation et pour la valoriser sur nos événements. Et on est capable d'analyser, encore une fois, le type de produit consommé sur les différents bars, les différents lieux. Imaginez que sur votre destination, vous sachiez que vous étiez en capacité d'influer sur le mode de consommation ou d'adapter vos services et vos offres aux besoins et aux attentes des festivaliers. Ça serait sûrement génial. Tout ça pour dire que on peut considérer, selon moi, un festival comme une véritable destination touristique, mais néanmoins, votre travail de manager d'une destination est sûrement beaucoup plus complexe. Vous devez être un véritable chef d'orchestre, en capacité d'orchestrer un volume d'acteurs sur le territoire qui est parfois considérable, et il est parfois très difficile de composer une partition sans fausse note avec autant d'acteurs et autant de produits à commercialiser. En tout cas, vous faites un travail en la matière extraordinaire, qui est parfois très proche du nôtre. Et pour conclure, et vous remercier de votre attention, je voulais citer Henry Miller avec cette citation et vous dire qu'une destination n'est pas forcément un lieu, n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. Merci beaucoup.